Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution de l'exercice photo numéro 10 consacré à la photographie de cadrage graphique et minimaliste. On va regarder tout de suite vos photos. Quand on pense graphique, on pense souvent aux lignes. Et là, sur la photo de Laurent, on a des lignes qui sont assez marquées. D'abord cette diagonale qui est ici, qui part d'un coin de l'image et qui remonte presque jusqu'au tiers. On a le briquet avec sa flamme qui se situe sur la ligne de force ici. Et le côté graphique est renforcé par des lignes assez dures. Et les lignes dures viennent de la dureté des ombres. Dureté des ombres qui se travaille avec une lumière ponctuelle, c'est-à-dire une source de lumière qui va être de petite taille, de manière à avoir des ombres qui sont très marquées. Et c'est ça qui va renforcer les lignes au niveau des ombres, de manière à avoir des choses très droites, très nettes au niveau des ombres. On le voit notamment sur l'ombre du briquet, qui est très nette et qui est bien découpée. Ici, une photo de Jean-Luc qui nous a positionné une bouteille toute seule sur un parquet avec des lignes. Une chose importante, c'est quand on a des lignes, des droites qui structurent l'image, quand on a des lignes qui doivent être droites, c'est-à-dire bien parallèles ou perpendiculaires au bord, il faut que ce soit nickel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elles suivent parfaitement les bords, sinon on aura toujours cette sensation d'imperfection. Alors soit on reste sur cette rectitude, soit on va carrément dans le sens inverse, c'est-à-dire que quitte à être de travers, autant être carrément sur des diagonales bien marquées. Ici on a des lignes qui sont droites mais qui ne sont pas complètement parallèles. On voit que celle de gauche est bien parallèle au bord, mais plus on avance sur la droite, moins elles le sont. Et là-dessus, on a des lignes qui, pour le coup, sont toutes homogènes de travers et qui vont nous structurer l'image d'une manière beaucoup plus assurée, mais plus régulière. Et là, le côté très droit de la bouteille tranche avec les lignes qui sont complètement décalées, et ça fonctionne beaucoup mieux que sur la première image. Ici, avec la photo de Marie, on a aussi des lignes qui sont en haut, on a des cadres, un cadre dans le cadre ici. Le cadrage est un peu large, du coup le petit Pinocchio qui devrait avoir le cadre un peu plus ouvert sur la gauche de l'image se trouve au milieu de l'image, et il y a tout un espace ici et un cadre aussi à cet endroit-là. Donc on a cet espace avec cette ligne en haut, on a ce cadre ici qui n'apporte pas grand-chose à l'image et qui au contraire vont nous éloigner un petit peu du sujet et du regard de notre petit Pinocchio. Vous voyez, si on avait, je vais essayer de refaire un petit peu je vais refaire le match. Bing, je vous refais le cadrage. Voilà, c'est approximatif, hein. Mais là, on a quelque chose d'assez large et beaucoup d'espaces vides qui n'ont pas d'utilité pour notre petit personnage. Alors que si on le positionne peut-être plus comme ça, voilà, on a un cadre dans le cadre, peut-être un peu plus droit pour que ce soit. Il faudrait redresser un peu les perspectives. Et là, pour le coup, on a un petit Pinocchio qui est beaucoup plus présent. On a toujours notre cadre dans le cadre et il ouvre, son regard donc est ouvert sur cette partie-là et il ne bute pas sur le bord de l'image. Vous voyez, si on fait quelque chose comme ça, il va être coincé, enfermé. Après, ça peut rajouter, c'est-à-dire qu'on peut jouer l'enfermement en fermant le cadre et en lui donnant, comment dire, non pas en lui donnant de l'espace, mais au contraire en le resserrant au maximum pour l'enfermer à l'intérieur du cadre. C'est-à-dire que plus ça va être serré, plus il aura de mal à respirer, et plus on renforcera ce côté « je suis un peu enfermé derrière les barreaux ». Voilà, c'est une interprétation possible. On sait qu'elle était au 55 mm, mais on n'a pas plus de précision sur l'objectif qu'elle a utilisé, donc on ne peut pas présumer de ce qu'il aurait été possible de faire en jouant sur la focale. Donc je vous parle souvent de l'ouverture du cadre. L'ouverture du cadre, c'est l'idée que on va essayer de faire en sorte que devant le sujet, quand le sujet se déplace ou quand il regarde dans une direction, on lui laisse un peu d'espace pour s'exprimer. Là ici, notre petit canard, il est positionné sur le côté droit. Vraisemblablement, on imagine qu'il va se diriger, ou en tout cas, il regarde sur le côté gauche de l'image, et il a de l'espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se déplacer. On parlait tout à l'heure de cadre dans le cadre. Ici, on a une photo de Fabien qui nous a fait un premier cadre avec un deuxième cadre avec une petite ombre à l'intérieur. Effectivement, là, l'image, elle est structurée. C'est un peu des boîtes dans des boîtes. Et ça permet d'avoir des choses qui sont très rangées. Le contre-pied, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus doux. Sur cette image de Jean-Pierre, on a une étendue d'eau avec une onde au milieu qui n'est pas très structurante parce qu'elle n'est pas très droite, si vous voulez, mais elle va habiller l'espace, elle va l'occuper d'une manière assez douce. Martial nous a fait un joli Casper qu'il a positionné peut-être un petit peu au centre, là aussi
Moi, j'aurais bien vu une petite ouverture du cadre, c'est-à-dire en le positionnant, peut-être, vous voyez, comme il a le regard qui porte un petit peu sur la gauche de l'image, peut-être quelque chose, je vais essayer de bien découper le bord de l'image. Bing, voilà. Quelque chose comme ça, où le petit bonhomme donc, traverse le mur et il regarde sur le côté, il a de l'espace ici pour s'exprimer. Vous voyez, si je fais la même chose mais dans l'autre côté, bing, hop là. Là, on a l'impression qu'il regarde un peu sur le bord de la photo, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'il regarde ni où est-ce qu'il va. Donc, pour moi, ça fonctionne moins bien. Voilà, dans tous les cas, l'image de base nous permettait de recadrer pour nous exprimer dans un sens ou dans un autre. Ici, le cadre est bien ouvert sur la droite. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on a un arrière-plan qui est assez présent avec les premières feuilles, mais qui n'est pas forcément gênant, puisqu'il est assez homogène, c'est assez régulier, ces petites formes. Ce qui dénote un peu plus, par contre, c'est la grille qui est au fond. Alors ici, deux solutions. La première, c'est soit de se décaler un petit peu de manière à pouvoir, je vous le fais en version recadrage, mais vous voyez, l'idée, ça aurait été de pouvoir se décaler de manière à supprimer cette partie-là. Là, en l'occurrence, l'objectif qui a été utilisé, c'est un 70-300 et il a été utilisé au 120 mm. Ce qui veut dire que Elisabeth aurait pu zoomer beaucoup plus. Et donc, en se reculant et en zoomant, en resserrant peut-être un peu sur le sujet, on aurait pu avoir une profondeur de champ plus faible et atténuer l'arrière-plan de manière à ce qu'il soit plus flou et qu'il prenne moins de place dans l'image. Parce que là, le cadrage est plutôt pas mal et le personnage a de la place pour s'exprimer, pour jouer. Et il y a juste ce petit grillage qui aurait pu être estompé légèrement, soit avec la profondeur de champ, soit en se décalant un petit peu pour décaler son cadrage. Alors ici, c'est assez rigolo sur cette photo de Stéphane, parce qu'en voyant ça, moi je me suis dit, chouette, une belle étendue d'eau comme ça, ces trois petits personnages qui sont sur leur barque, on a la mer autour, ça mériterait qu'il y ait encore plus d'espace, de cadrer encore plus large pour qu'ils se perdent au milieu de l'océan. Et en fait, Stéphane m'a montré le making-of, et on était déjà un peu au taquet. Donc des fois, on s'imagine des choses, on pourrait se dire, on pourrait faire encore mieux, mais ça n'est pas toujours possible. On est parfois déjà au maximum de l'impression, de la sensation qu'on aurait envie de donner. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, et là, en l'occurrence, Stéphane s'est plutôt bien débrouillé. Ici, Valérie a joué sur les diagonales pour nous positionner ce petit ressort avec un reflet qui donne une symétrie. Et alors, le ressort a été posé bien sûr à l'horizontale à la base, et là, le fait de l'avoir basculé sur le côté, ça donne l'impression, ça crée une dynamique, ça donne l'impression qu'il va basculer et qu'il va avancer. Donc le basculement, c'est très intéressant, la notion de basculement de champ. Là, il est un peu violent, moi j'aime bien les faire un petit peu plus doux, mais ici, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt bien vu de faire un basculement qui parte d'une diagonale pour arriver à l'autre diagonale ou quasi. En règle générale, moi j'aime bien faire des basculements qui partent d'un tiers de l'image, ici jusqu'à l'autre tiers de l'image. Là en l'occurrence on a un objet, donc ça pose pas de souci, c'est plutôt bien vu. Mais quand on a un personnage, si le personnage il est sur une diagonale qui part d'un angle jusqu'à l'autre, on a un problème de lisibilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si l'image elle est faite pour être vue en hauteur ou en largeur. Du coup, plus que la dynamique, on se pose la question de dans quel sens on regarde la photo. Ce qui casse un peu l'effet de mouvement. À partir du moment où on se pose la question de dans quel sens on regarde, on perd le fil de ce qui est dans l'image. Donc le basculement un tiers est plutôt intéressant parce qu'il permet de donner une bonne dynamique sur un personnage sans pour autant perdre le spectateur. Là, Sandra a disposé son image en séparant vraiment les espaces, 2 tiers, 1 tiers, avec ces petites boules lumineuses ici. Cette image, elle est structurée par les espaces, mais elle est aussi structurée par des couleurs et des rythmes. Les rythmes, en l'occurrence, c'est les petites boules, et les couleurs, c'est la couleur des petites boules. L'exposition a été calée de manière à ce que l'ensemble soit d'une luminosité moyenne. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'aller mesurer la lumière sur la petite boule rouge. Alors je l'ai bricolé un peu en version Lightroom pour obtenir un peu le même effet, mais c'est pas très heureux. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire d'aller mesurer la lumière sur la boule de manière à ce que ce soit la sphère lumineuse qui soit exposée pour une luminosité moyenne, ce qui permettrait de faire ressortir sa couleur. Quitte à sous-ex l'ensemble autour, mais peu importe,
On garde quand même la notion d'espace avec cette ligne qui restera marquée quoi qu'il arrive. On garde la notion de rythme avec les petites boules qui s'enchaînent, et au contraire, on accentue ce rythme puisque les couleurs prennent un peu plus d'espace. Alors ici, ça a été bricolé en Lightroom assez rapidement, c'est pas très heureux, mais les couleurs sont très intéressantes pour structurer l'image, et les rythmes aussi. Il y a eu pas mal d'images sur lesquelles vous avez joué aussi sur les couleurs, notamment celle de Patrick qui est assez rigolote, où il a positionné ses 2 petites cuillères avec la banane, et ça tranche bien. Ce qui marche bien avec les couleurs, c'est quand on utilise des couleurs complémentaires, des couleurs qui sont complètement opposées, ou des couleurs qui tranchent en termes de luminosité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une couleur qui saute vraiment aux yeux comme ça, il faut qu'en termes de luminosité, elle tranche par rapport au reste de l'image. Plus le reste de l'image est homogène, plus cette couleur tranche avec la couleur homogène, plus on la verra et plus votre sujet va être visible. Ici, c'est assez rigolo parce que on a la couleur qui saute aux yeux, mais on se rend compte que quand on passe en noir et blanc, elle se voit aussi. Et ça, c'est assez récurrent. Je vous montrerai sur d'autres images. Là, j'avance un peu, mais vous voyez là une photo d'Alain qui nous a fait trancher un bel avion jaune sur fond bleu. Ça ressort bien. Et il se trouve que quand on passe en noir et blanc, ça ressort presque tout autant. C'est-à-dire que l'écart de luminosité entre le jaune et le bleu est suffisant pour que ça tranche et pour que le sujet se voit vraiment, qu'il soit bien visible. Alors ça a été utilisé ici aussi par Robert, qui a un phare blanc avec un fond qui est bleu très monochrome. Le bleu du ciel se fond avec le bleu de la mer. Ici, on est plus ton sur ton, mais la forme du lampadaire est très marquée, et les ombres sont très marquées, et les petites lampes sont quand même assez denses pour ressortir sur le fond, avec les points lumineux, enfin les points plus clairs qui sont au bout, et qui vont faire des petits rappels, et qui vont vraiment attirer l'œil. Alors, belle image de Vincent, avec un hélicoptère donc, qui sort de cette obscurité, et qui lui aussi tranche. Alors là aussi, noir et blanc ou couleur, ça fonctionne de la même manière. C'est très joli en couleur parce qu'il y a un côté très chaud avec cette orangée ici, mais le contre-jour, l'ombre chinoise, fait qu'il y a un écart de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan. En règle générale, on a un arrière-plan sombre et un sujet qui va être exposé pour une luminosité moyenne, mais là c'est l'inverse, mais peu importe, l'important c'est que cet écart soit présent de manière à ce que notre sujet ressorte. Ici, une photo d'Aurélie qui n'a pas désaturé le reste de l'image autour du petit pois. Elle a rehaussé un petit peu la couleur du petit pois, mais elle n'a pas désaturé autour. Et notre petit pois ressort très bien, puisqu'on a un blanc qui est complètement monochrome autour, et le vert du petit pois qui saute aux yeux. On voit que même quand on passe en noir et blanc, le petit pois, enfin la couleur du petit pois est beaucoup plus dense que le reste de l'image, et même en noir et blanc, il ressort aussi bien qu'en couleur, mais il est plus joli en couleur. Ici, une photo d'Agostino faite au Portugal avec un ensemble de couleurs. Alors là, il n'y a pas forcément une couleur qui ressort, si ce n'est le bleu du ciel avec ce parapluie qui est un petit peu décalé ici. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est l'aspect multicolore avec juste ce petit parapluie qui dénote en plein milieu. Il dénote plus par le fait qu'il est décalé et qu'il laisse apparaître le bleu que par sa couleur, puisqu'on retrouve la même couleur un petit peu partout ailleurs. Autre photo, celle de Mumu, qui là aussi a joué sur le contraste avec un fond qui va être très homogène vert et des petites fleurs qui sont toutes blanches. On voit que là aussi, notre logique de contraste des couleurs fonctionne très bien, même en noir et blanc. Hop, je repasse en couleur. Et on termine avec un grand classique, mais qui fonctionne toujours très bien, Un coucher de soleil de Jean-Pierre. Et là encore, je vous le passe en noir et blanc, et effectivement, on voit que notre soleil tranche par rapport au reste de l'image. On a finalement 3 parties sur cette image. On a le bas de l'image très sombre, on a le haut de l'image qui va être sur une luminosité moyenne, et on a notre soleil qui lui ressort vraiment. Et c'est vrai qu'avec les couleurs et les dégradés de couleurs, l'image prend tout son sens. Voilà pour vos photographies de cadrage graphique et minimaliste. Comme d'habitude, j'ajoute à la fin de la vidéo l'ensemble des images qui ont été postées dans le groupe Facebook sous l'annonce de l'exercice. Demain, peut-être après-demain, ça va dépendre si j'ai le temps de tourner, puisque je tourne demain après-midi, j'espère avoir le temps de finaliser la vidéo
pour mercredi matin. Je vous proposerai donc un nouvel exercice. Je vous mettrai une petite photo demain dans le groupe Facebook et dans l'onglet communauté de la chaîne dès que je serai sûr que l'exercice pourra effectivement être fait. Donc, surprise, demain, vous saurez donc quel est le sujet de l'exercice. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous pour vos contributions. À bientôt. Bonne photo.